Bienvenue sur Daronne, ton podcast par diaspora. On se retrouve tous les mois pour mettre la lumière sur l'histoire de ces femmes, à la fois mères et pionnières, toutes issues d'immigration. Et aujourd'hui, c'est avec Aude qu'on tourne cet épisode. Salut Aude, Bonjour. ça va? Oui, ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Aude Sinuvong, j'ai 52 ans, j'ai 4 enfants qui ont entre 22 ans et 17 ans. Et j'habite à Paris, je travaille, je suis d'origine laotienne. Ok, trop bien. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de ta vie. Et je veux bien que tu me racontes un peu à quoi ressemblait ta vie quand tu étais plus jeune. La jeune Aude, comment elle a grandi, qu'est-ce qu'elle a vécu? Alors écoute, moi je suis pas née en France, je suis née au Laos et je suis arrivée en France quand j'avais 5 ans et demi, 6 ans. Donc mes souvenirs entre 0 et 5 ans, j'en ai pas beaucoup du Laos, j'ai quelques images. Et après, j'ai des souvenirs des scènes de la Thaïlande où nous sommes restés pendant à peu près 9 mois dans un camp de réfugiés. Et puis en France, moi, j'ai des souvenirs. Donc les souvenirs au Laos, c'est un grand mot. Je revois notre maison sur pilotis, tout en bois. Je revois quand j'étais bébé, enfin bébé, voilà, petite, quand j'avais peut-être 3 4 ans. Un soir, au coucher du soleil, on se promenait, en même temps on me donnait à manger. Je me souviens de cette scène. Et puis voilà. Donc j'ai peu de souvenirs, Mmh. Mais du coup, toi, t'es née au hélas. Laos. Et Oui, pourquoi t'es allée en Thaïlande dans un camp de réfugiés? parce que j'ai suivi mes parents. En fait, la réponse à cette question, je l'ai su qu'il y a très peu de temps, hein, Ok. il y a peu d'années, parce que mes parents ne nous parlaient pas du tout et pas du tout de politique. Et en fait, on est un peu la conséquence de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire la guerre entre le Vietnam et les États-Unis. À l'époque, les communistes vietnamiens ont décidé de reprendre la partie du Vietnam qui n'était pas communiste, voilà, parce que le pays était coupé en deux, divisé en deux, et ils sont rentrés en guerre avec les États-Unis. Et les communistes vietnamiens se sont fait aider des communistes laotiens. Ok. Et la guerre a été gagnée en 1975 par les Vietnamiens. Et le pays est devenu totalement communiste. Et le Laos aussi, en même temps, a fait un coup d'État. C'était un royaume autrefois, avec un roi, c'était une monarchie, je pense. Et donc le Laos est devenu communiste aussi en 1975, en même temps Ok. que le Vietnam qui a gagné la guerre. Et c'est un nouveau régime qui s'est instauré. Toute la monarchie, le roi a été destitué, enfermé dans un camp, et tous les fonctionnaires en fait ont été enfermés ou ont fui. En fait, tous les fonctionnaires ou comment dire, les gens qui avaient les moyens sont partis. Et mes parents qui étaient fonctionnaires, ma mère institutrice et mon père substitut procureur, sont restés un petit peu et puis ils sont partis en 1978, 3 ans Ok. après. Voilà, ils supportaient plus. Ok. Et du coup, ils sont allés en Thaïlande. Alors, pour fuir le pays, parce que c'était bien, les frontières étaient gardées, hein, on n'avait pas on a fui en cachette, on a traversé le Mékong Ok. sur une barque, et puis une fois arrivé en Thaïlande, on avait peur d'être rapatrié en France, parce Ok. qu'évidemment, la police thaïlandaise collaborait avec Rapatrié au Laos, tu veux ouais, dire? Ok. rapatrié, pardon, au Laos, travailler avec le pouvoir laotien. Bon, on a réussi à surmonter ces épreuves. Il y avait au moins 4 épreuves, hein, où on aurait pu mourir. Et Ok. on a fini par, les autorités thaïlandaises ont fini par nous recevoir et nous ont gardés dans un camp Ok. en attente après de partir Et tu sais où il était à ce camp? l'étranger. Oui, c'était, on l'appelait Sun, Ubon, le camp de Ubon. Donc je Ok. pense que c'était la ville de Ubon. Ok. D'accord. Et Voilà. t'es jamais retourné dans ce camp Non, après? non, Ok. non, jamais. Et du coup, Je ne sais pas s'il existe encore d'ailleurs. à vérifier. Oui, c'était en 1978, Ok. c'était il y a 40 ans. Et du coup, après le camp en Thaïlande, Oui, comment vous êtes alors c'est allés très en simple. France? Alors nous, on est vraiment des réfugiés politiques, on a de la chance par rapport aux immigrés qui arrivent sans un papier. C'est qu'à l'époque, dans les camps, la France et les États-Unis recueillaient des réfugiés politiques en fait sur leur Ok. territoire. Il y avait une liste, voilà, un nombre de personnes qu'ils accueillaient. Et donc nous, un jour, on a demandé à mes parents où aimeriez-vous aller vivre, aux États-Unis ou en France. Et mes parents ont choisi la France. Donc Ok. voilà, au Et bout tu sais de pourquoi ils ont un an choisi? d'attente. Moi, je pense que parce qu'ils parlaient déjà un peu français, ils
Ils ont fait OK. des études en français. OK. Je pense que c'est plus... Enfin, je n'aurais pas vraiment posé la question parce qu'on ne se parlait pas De ça. voilà, dans notre famille. Mais je pense que c'est la langue, parce que mon père il est venu faire des études en France pendant 3 ans. Il a fait des OK. études de droit. En 1968, il était là. Il a vu les émeutes. Ah ouais? Ouais, il a vu les Mai émeutes de mai 68. 68. Ouais, ouais. Incroyable. Il était là. Ah ouais, il a vécu l'histoire. Incroyable et du coup, donc ils ont choisi la France. Oui. Du coup, vous êtes tous, arrivés en France Oui, moi et mes et 3 sœurs et mon frère. OK Mon frère et ma sœur. et du coup, tu avais 5 ans? Oui, 5 ans et demi, 5 ans je et demi. pense. 5 ans et demi. Et tu as pas de souvenir de quand tu es arrivée en France, Alors l'odeur du pain et du café, du chocolat chaud et le goût du pain, parce que on avait un petit déjeuner à la française. Moi, j'ai que des souvenirs d'enfance, en fait, Ouais, des petites d'enfants, odeurs, ouais, OK. voilà, des petits clichés comme ça. J'ai pas tout ce qui était administratif, toutes les questions posées à mes parents, ou même quand on était voir le médecin, parce qu'on s'est fait vacciner. Je me souviens pas pour moi, OK. c'était simple, c'était fluide. J'ai même pas été surprise parce que je changeais de décor ou parce qu'on parlait français. Ouais, du coup, tu Voilà. as changé Ouais, plein je suis d'environnements. passée d'un camp à Paris. J'ai été dans un avion, mais je me souviens, j'ai pas dit de souvenirs. Après, je suis arrivée à Paris, on a été pris en charge, on a été dans un centre, on a dû se faire vacciner sûrement, mais j'ai pas de souvenir. On a sûrement dû dormir dans une chambre, mais je me souviens pas du tout non OK. plus. Et puis un jour, j'étais à Jurançon, au sud de Pau, et dans un appartement, un HLM, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, tu OK. vois, de 6 ans à 20 ans. OK. Et c'était comment ta jeunesse en France, du coup, tu l'as vécue comment? Alors, donc je suis arrivée quand j'avais 5 ans et demi, 6 ans, et tout de suite j'ai commencé l'école en classe de CP. Je n'ai pas fait de maternelle. OK. Et on travaillait bien à l'école. On était bons élèves, surtout mon petit frère et ma petite sœur. Ils avaient toujours 20 sur 20 au collège. Enfin, OK. c'était les premiers de la classe. Voilà. Moi, je travaillais bien aussi, mais j'avais pas des notes comme eux, mais j'étais dans la tête de classe. Et à l'école, je me souviens des noms de mes maîtres et maîtresses. C'était Madame Fambon en CP. Ah ouais, Ouais. Madame. Après, il y a eu Madame Charlas, Madame Biret, elle m'adorait, et Monsieur Bousquet à la fin en CM2. Voilà. incroyable. Et écoute, j'ai eu plein de petits amis français. Ils étaient très gentils, et je me souviens pas d'avoir eu des soucis ou d'avoir été embêtée. Voilà. Et j'habitais donc dans un HLM. Il y avait très peu d'asiatiques et très peu d'origine africaine aussi, OK. Afrique du Nord, Afrique Ouais, tout court. j'allais te C'était les demander. débuts des HLM, en fait. Donc c'était en 1978, tu vois. En plus, à Pau, du coup, c'est moins concentré en Ouais, immigrés qu'à Paris, par ouais, exemple. tout à fait, tout à fait. Pendant très longtemps, on a été peut-être 2 familles asiatiques dans OK. ce HLM où il y avait que des Français. OK. Mm. Et toi, enfin, est-ce que ça te travaillait le fait d'être la seule asiatique, de pas être née en Mais non, j'étais France? trop petite, alors tu vois, j'avais OK. pas de souvenirs de mon arrière-grand-mère, donc rien ne me travaille, rien ne me Mais du coup, tu savais toujours parler, du coup, on dit laotien? Oui, oui, alors Et c'était ma langue maternelle. OK. Et à la maison, en fait, nos parents nous parlaient en laotien tout le temps. Ils n'ont jamais parlé français. OK. Et nous, en fait, bizarrement, on leur parlait en français. Ils n'ont pas exigé qu'on parle laotien. OK. Donc on communiquait avec 2 langues. Et toi, du coup, tu sais toujours parler laotien? Un petit peu, oui. OK, trop bien. Oui. Et aussi, il y a un truc, dont je voulais parler, c'est qu'aujourd'hui, du coup, tu t'appelles Aude, mais on Oui. m'a dit que tu avais changé de prénom. Oui, tout à fait. Mon prénom, mon vrai prénom, à ma naissance, c'est Tipapon. OK. Prononcé à la laotienne, on dit Tipapon. OK. Et nous avons été naturalisés, je pense, quand j'étais en classe de 3e, quand j'avais 14 ans. Donc, j'aurais à 6 ans, donc 8 ans après mon arrivée. Parce que, tout simplement, mes parents ne voyaient pas l'utilité. C'était très bien comme ça que j'étais, je pense, sans papier. Parce que j'étais pas sûre d'avoir la nationalité laotienne. Enfin, OK. si, oui, mais comme on a Ouais, fui un du pays coup, en cachette, OK. etc., c'est un peu bizarre de Ouais, dire du qu'on coup, est laotien. t'avais pas Peut-être de... apatride, Ouais. oui, OK. j'avais pas de pièce d'identité. Et à 14 ans, Et à 14 ans, je pense que pour les études, pour l'entrée au lycée, etc., peut-être ils ont senti la nécessité. Enfin, moi, je me suis expliqué comme ça,
Enfin, OK. je leur ai pas demandé, peut-être eux, ils avaient d'autres raisons, pour relativement à eux. Et à ce moment-là, en fait, la police municipale de Jurançon a demandé à mes parents de changer nos prénoms, de les franciser. Ah ouais? Ouais, et pas leur prénom à eux. Donc, tu vois, c'est arbitraire maintenant avec le Ouais. recul. Donc, et je pense que les deux policiers, ils étaient un petit peu les gens racistes. Mais bon, je l'ai jamais senti. Hein. Je ne vois que la gentillesse partout. Mais oui, mais en vrai, c'est une dinguerie de changer Oui, son ça se prénom. fait pas. Mais moi, je l'ai pas subi comme une injustice parce que, écoute, ce prénom, tu vois, il est long, hein, Mmh. Tipapone. Et partout en classe, à la rentrée, chaque année, au collège, au lycée, à la fac, je m'appelle Tipapone. Et tous mes amis m'appelaient Tipapone. OK. Et j'ai changé de prénom après, quand mon premier petit ami, quand j'avais 19 ans, m'a dit « Ah, Aude, je trouve ça très joli. » Ah bon, ben d'accord. Alors je m'appelle Aude pour tout le monde. Ah ouais? Voilà. Mais oui, je te Et c'est à jure. ce moment-là où t'as changé? Ah oui, Mais juste un garçon on est resté ensemble que 1 an. ah ouais? Ah oui, oui, Mais du oui. coup, ça a un impact sur toute ta vie? Ben oui, c'est sur ma carte d'identité, c'est Aude. Mais Mais comment alors, t'as fait pour changer, du coup, ton prénom sur ta carte d'identité? ma carte d'identité, c'est Aude. OK, parce Mais partout, par exemple, mes copies, mes devoirs, OK, d'accord, etc., c'était moi, ti je marquais OK. Tipapone. Pour moi, il y avait pas de problème. Et on regarde pas, tu sais, sur les pièces d'identité. Enfin, c'est très rare à l'époque, même pour les examens. Ils regardent, mais Mmh. ils vont vite. Bon, voilà. En tout cas, je me souviens pas que quelqu'un m'a dit, mais c'est pas les mêmes prénoms. Donc, et Aude, c'est aussi en fait, c'est mon surnom laotien. En fait, c'est OK. pour ça que, bon, voilà, je l'ai bien accepté. C'était pas Simone ou Catherine Oui, ou OK. Véronique, voilà. Parce que au Laos, en fait, tu as des prénoms officiels, tu vois, Mmh. assez longs, assez beaux, qui ont un sens. Et ça veut dire quoi ton prénom? Et un ange descendu sur terre pour répandre le bonheur. En Waouh! gros, c'est ça. Incroyable! Ouais, ça fait difficile à porter, ou la fée, ou un bon génie. Mais c'est trop bien! C'est Ouais, trop c'est stylé. très mignon. OK. Ouais, ça fait toujours sourire. Ça fait rire d'ailleurs. Voilà. Et du coup, le surnom? Le surnom au Laos, c'est très important parce que c'est une communauté où les gens ils sont assez cool. Et alors, mon petit surnom, c'était Tic Haute. Tic, c'est Tic, Tic, c'est petite et Haute, voilà. Et même nos parents, on les appelait pas par leur prénom, enfin OK. leurs amis du même âge qu'eux, on les appelait Pro Haute, le père de Haute ou Mère Haute, la maman Ah de Haute. OK. Ouais, Pro Haute, Mère Haute, ouais. OK, d'accord. Donc, les surnoms, c'est très important Au au Laos. Laos. OK, d'accord, je savais pas. C'est affectueux, c'est amical. Du coup, en vrai, même si, on t'a francisé ton Oui, prénom, c'était comme ton ouais, surnom le mien, laotien que voilà, c'est un peu. OK. Voilà. Et tes Mais, frères et sœurs mais aussi, si du pas coup, bonne, ils pourquoi ont pas un jour. Non, non, OK. non. Ils ont. Par exemple, mon frère, il s'appelait Mounine, et OK. son prénom français, c'est Michel, et son surnom, c'était Tito. OK. Voilà. Ma deuxième sœur, enfin ma sœur qui a 2 ans moins que moi, elle s'appelle Malassi, c'est son prénom laotien, et son prénom français c'est Simone, et son surnom c'est Poupée. OK. Voilà. Et ma petite sœur Kekessi, qui a 6 ans de moins que moi et qui est née en France en 1978, son prénom c'est Tomkram, et on l'appelle Kekessi, on l'appelait, mon Dieu, je crois que j'ai trop de mémoire là tout à coup. C'est vrai que comme elle a 6 ans de moins que nous, elle était moins proche de nous, qui étions 3 Ensemble, ensemble, ouais, vous tout le aviez vécu la temps. même chose en plus, Ouais. À OK. l'école aussi, on est le même niveau, Mmh. on s'interrogeait, on travaillait ensemble. OK. Voilà. Kekessi était un peu plus. Ouais, Tomkram, c'est Kekessi. Ah ben oui, voilà, pardon. Son surnom, c'est Tomkram. Tu vois, je l'ai dit sans m'en rendre compte. Et son vrai prénom, pardon, là aussi, c'est Kekessi. OK. Et son surnom, c'est Tomkram. Et son prénom français, c'est Catherine. OK, Tu d'accord. vois, ça n'a rien à voir. OK. Mais bon, enfin, nous, ça ne nous dérangeait pas. Nous, on était super cool, tu sais, à l'époque. OK. Voilà. Et peut-être un jour, je reviendrai à Tipapone ou je ferai quelque chose. Parce que quand je le dis à mes amis ou quand ils me posent la question comment tu t'appelais, bah, je me dis que je m'appelle comme ça et ils trouvent que c'est joli. Oui, c'est joli. Enfin, je trouve ça. Enfin, je sais pas. Si, c'est joli. Et aussi, du coup, bah, toi, t'as grandi vers Pau. Oui. T'as vécu avec une famille nombreuse. En vrai, vous étiez Oui. 4 enfants Oui. dans un HLM. Et ensuite, à 18 ans, t'as décidé Oui. de quitter le foyer familial. Oui. Et Oui. pourquoi? Alors, j'ai réussi mon bac à 18 ans. En fait, j'ai recommencé un deuxième bac, donc OK. j'ai redoublé au lycée. OK. Donc, à 19 ans, j'ai décidé de faire des études, hein, c'était logique, voilà.
Et du coup, en fait, je voulais faire des études à Toulouse parce que c'était une ville super sympa, fêtarde et tout, agréable. Mais en fait, l'académie de Pau appartenait à l'académie de Bordeaux et pas du tout des Midi-Pyrénées. Donc on pouvait pas, il y avait un blocage. Donc du coup, je suis allée faire mes études à Bordeaux. Voilà. Ok, Je voulais pas rester à Pau. Je voulais un peu, c'est vrai, être un peu indépendante de mes parents. ok. Et du coup, t'as quitté le foyer familial et ça s'est bien passé? Oui, Ok, j'étais en chambre universitaire et je ok, me suis fait des amis avec mes voisins. Voilà. ok, bah trop bien. Et du coup, t'as fait quoi comme études? En fait, j'ai fait 2 ans de chimie à Bordeaux. Ok, ok. Et ensuite, Mm. après, Après, j'ai fait des études scientifiques parce que j'ai un peu changé. J'avais pas réussi la deuxième année, donc du coup, j'ai redoublé. En fait, je voulais être ingénieure au fond, mais je sais pas attaquer des ingénieurs. Enfin, des études d'ingénieur. Je me sentais un peu pas sûre de moi et je disais que j'avais pas le niveau. Tu vois, je me hmm, rabaissais. Et donc, je me dis, bon, bah, je vais recommencer un DUG. Alors, au lieu de faire un DUG de chimie, là, je vais vraiment faire un DUG A, puisque je voulais faire c'est quoi un des Doc sciences A? d'ingénieur. Les DUG A, c'est les DUG. En fait, c'est les DUG où tu fais mathématiques, informatique, Ok, c'est les sciences dures, tout ce qui est électronique, mécanique, thermodynamique après. ok, Et tandis qu'un DUG B, c'est tout ce qui était biologie, en ok, fait. d'accord. Voilà. C'était les études scientifiques à la fac. Mhm, Peut-être l'équivalent de maths sup en classe prépa, mais c'est tellement pas comparable. ouais, Voilà. ok. On n'avait que 24 heures de cours. Et ça t'avait plu ou Oui, j'ai bien réussi ma première année de Degas et après j'étais pris en filière IUP. Ok, C'était des filières d'ingénieur maître. C'était génie civil industriel et option maintenance aéronautique à Bordeaux. ok. Et quand même, en vrai, c'est impressionnant d'avoir réussi à faire des super études Oui, alors que tes parents, ils étaient oui, immigrés, ils n'avaient pas forcément oui. les bases du système Ah français. oui, ah oui, tout à fait. C'était comment? Enfin, est-ce que tes parents ils t'aidaient à l'école Pas ou du... c'était... Non, non, non. Alors quand on était au CP, ils essayaient un petit peu les mathématiques, voilà, le calcul. Mais au collège, non, ils nous aidaient plus, Hmm. ni au lycée. Et c'est quoi qui te motivait? Parce que ça peut être difficile quand tu vois que tes parents ils peuvent pas forcément Mm. t'aider. Eh ben moi, c'est le plaisir de l'école. Moi, Ah j'ai ouais, adoré l'école. c'est Ah, vrai. quand j'étais petite, c'était... Parce que nous, à la maison, mes parents, ils connaissaient pas le loisir, ils connaissaient pas les vacances. Ben Hmm. non, c'était des Asiatiques. Il n'y avait pas de livres, pas de journaux, pas de jeux de société. On regardait la télé, voilà. Et après, on faisait nos devoirs, donc on travaillait. Ok. Voilà. Du coup, ouais, tu Et t'étais moi, je obligée de faisais la travailler. cuisine, j'aidais ma mère parce que j'étais l'aînée et que voilà, en Asie, ça se passe comme ça. Et donc moi, pendant les grandes vacances, on partait pas non plus. Hein. Donc en fait, j'avais hâte de les rentrées de classe. Moi, j'avais hâte, ça me tardait. Enfin, bon, j'aimais l'univers de l'école. Ok. J'étais super contente. Même si j'avais pas des super bonnes notes, enfin, j'étais pas première de la classe, mais C'était le fait d'aller c'était voir d'autres personnes, de faire des activités, oui, de pas rester. c'était vivant, on apprenait plein de choses à la maison. On était hyper enfermés en fait. Il Hmm. n'y avait pas de soirée pyjama, on n'était pas invités ni rien. Hein. Ok. Mes parents, ils sont, il y a peut-être des familles qui sont beaucoup ouvertes, qui sont allées vers les autres, mais mes parents, ils sont renfermés. Hmm. Et donc l'école, c'était merveilleux pour moi. Hein. C'était ton C'était échappatoire un peu. génial. Ouais, c'est ça, Ok. exactement. Les livres de la bibliothèque et l'école. Voilà. Ok. Bon, après, j'étais française. Hein. Après, je savais que, tiens, si t'es bon au lycée, les meilleurs, ils font une première S. Voilà. Puis après, les meilleurs encore, ils font classe prépa. Bon, ça, on le savait. Et donc, non, enfin, donc voilà, après mes choix, les sciences, c'était aussi le plaisir des sciences. Ok. Non, mais l'école, moi j'ai adoré. C'est pour ça qu'actuellement, l'école elle va très très mal parce que au niveau politique, on baisse beaucoup les aides financières et je me bats avec mon lycée. Enfin, on proteste quand on n'est pas Ok. d'accord. Donc aujourd'hui, toi, tu milites. Ouais, pour plus de moyens pour l'école publique, pas du tout de suppression de postes, pas de baisse d'heures de cours aussi, et quand il y a beaucoup de professeurs absents, qu'il y ait des remplacements en Hmm. fait, et moins de financement du coup à l'école privée aussi, et plus pour l'école Hmm. publique,
que Parce que ça c'est... résonne aussi avec ton histoire, le fait que toi, Ah tu as ouais, pu moi je bénéficier de tout voudrais ça. défendre l'école que j'ai connue, l'école heureuse où je me suis épanouie, et je voudrais que nos enfants futurs, la future génération, les enfants qui vont venir, eh ben, ils bénéficient des moyens et de l'esprit qu'on avait, et que on soit pas entassés dans des classes avec la peinture qui cloque, avec des livres. On n'a plus de livres, hein, maintenant on a des PC. On sait bien que les enfants ils travaillent pas sur des PC, ils travaillent moins bien avec des ordinateurs qu'avec des livres. Enfin, bref, la condition de l'écolier, Ouais, c'est vrai que ça voilà. s'est dégradé et que ça se Ah oui, dégrade. ça s'est beaucoup Mm. dégradé, ouais, ouais, ouais. Et même en parlant d'aide, bah, du coup, l'école, Oui, ça t'a beaucoup aidé, mais il y a aussi oui, les associations. Toi, tu as été oui. bénéficiaire d'une association quand vous êtes arrivé en France avec tes parents. Oui, sûrement, oui, Et, sûrement. et là, tu as Alors, rencontré la une... Croix-Rouge, c'est sûr. Ok, Après, d'autres, je sais pas. ok. Mais du coup, à la Croix-Rouge, c'est là où tu as rencontré ta marraine? Ou... Non, pas du tout, parce que moi, je te parle de la Croix-Rouge parce que moi, j'avais 6 7 ans, donc tout ce qui Hmm. est administratif, papier, je sais pas du Oui, tout. Je l'ai su que bien après. ok, Et un jour, la marraine, elle a pris contact avec mes parents, hein, je ok. pense. Peut-être elle est venue à la maison, j'ai pas trop fait attention. Ou alors, elle a vu ailleurs en dehors, mais on n'était pas avec notre mère. Et Gabrielle, en fait, elle a appris à ma mère à faire des tartes aux pommes, à faire de la salade. Donc il y avait peut-être des moments où elle se voyait, mais je sais pas où. Je Ok. sais pas là. Donc, Sinon, je me Gabrielle, souviens c'était la pas. marraine. Ouais, c'était la marraine un Ok, peu. C'était peut-être la tutrice du coup pour ma mère ok, ou une copine française, voilà. ok. Et, et puis nos parents, ma mère nous l'a toujours présentée comme notre marraine. Tiens, c'est ta marraine à toi, Ok. d'accord. Et on allait chez elle nous inviter, et nous, des fois, on l'invitait chez nous à manger. Et Voilà. comment, enfin, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact dans ta vie? T'a permis de faire quoi? Alors, elle m'a offert des cours de ski de la sixième jusqu'en classe de troisième, non, pendant 4 ans. Ok, Ouais. Et au incroyable. début, j'avais pas du tout le ski. Je faisais que tomber. Les 3 premières années, j'étais malheureuse. J'étais, oh là là, mon manteau était toujours mouillé. J'étais mal habillée. Mais bon, ça, c'est pas grave. Parce que les enfants, ils étaient super gentils. Ah non, mais j'étais mauvaise au ski. Ah Mais non, elle, j'avais elle te toujours les permettait d'aller vêtements. quand même au ski. Ben ouais, bon, bah on y allait chaque année. J'y allais, je montais. Et puis après la 4e année, je suis devenue bonne, je tombais plus et tout. Moi, j'ai adoré. Ok, Et j'ai continué à la fac, en première ok. année de fac, où tu vois, en deux gars, en fait, t'as que des matières scientifiques et tu as deux Mhm. matières non scientifiques. Ok, Donc ça peut être français, anglais ou sport. Et moi, j'avais choisi anglais et sport. Et ok. dans le sport, le ski. Ok, donc Ouais, c'était un peu grâce à Gabrielle que t'as oui, pu... je fais du ski. Et ouais, du coup, donc ces associations-là, Oui, Gabrielle, ça vous oui. a quand même permis d'avoir des aides. Les associations, enfin par exemple la Croix-Rouge, ça vous a permis de faire quoi? Ben, en fait, c'est eux qui nous ont pris en charge, qui nous ont accueillis en France et Ok, qui nous ont trouvé un logement, je pense, hein, ok. qui nous ont aidé à faire un dossier pour les HLM, je Mhm. pense, mais encore, là, je vais pas beaucoup pouvoir t'aider malheureusement parce que comme j'étais enfant, bon, j'ai pas Ok, suivi les dossiers, mais je pense qu'après peut-être aussi, ils nous ont aidés aussi pour le premier travail pour mon père, ou alors même pas. Mon père, il a refait un CAP en électricité pour travailler, pour trouver un métier, et peut-être qu'ils l'ont aidé à s'inscrire. En formation pour mhm. repasser un CAP en électricité. Alors, je sais pas si c'est avec la NPE ou si c'est avec une association comme l'AFPA ou le Ok, Greta, voilà. Mais je pense qu'ils ont fait ces deux choses principalement, le logement, la formation, et après on était lancés et après on les voyait plus en fait. ok. Après, je me souviens, il y avait des Noëls, et on allait à un endroit à Pau. Enfin bref. Il a appelé. J'avoue, Il a en ce moment, c'est Comment on a pas... pu l'avoir? Comment on a pu l'avoir? C'est pas possible. Heureusement, on l'a fait. Bon, enfin bref, on a un peu éjecté, mais bon. Et je me souviens dans une salle municipale près de la mairie, et il y avait une fête, et il y avait un sapin de Noël, on distribuait des chocolats ou des petits cadeaux. Et donc, il y avait quelque chose qui était organisé encore. Mais je sais pas si c'était la Croix-Rouge, tu vois. Peut-être, il y avait encore une association qui nous suivait, puisqu'ils organisaient des Noëls. Et voilà, jusqu'à ce qu'on ait un certain âge, peut-être jusqu'à 12 ans ou 13 ans. Voilà, mais nos parents ne nous disaient rien. Enfin, Ok. ils étaient, bon. Et comment tes parents, ils t'ont Voilà. transmis quand même la culture laotienne? Ah mais
ils se transmettaient c'est ça dans la vie de tous les jours en fait. Regarde, moi je mange tout le temps du riz, c'est mon féculent préféré, hein, entre les haricots verts, les patates. Enfin, les patates, il n'y a pas photo. Même la semoule, on ne connaissait même pas. La semoule, je l'ai découvert au collège, en cours de MT, éducation manuelle et technique. On faisait de la cuisine, on faisait des gâteaux de semoule dans les petits ramequins que j'ai adoré. C'est trop bien. Une génération d'enfants, ils ont après fait les gâteaux à la semoule au collège. Hein. Tu demanderas autour de toi. À ma maman. Donc en fait ça transperce, c'était dans la vie tous les jours en fait. Donc la façon de manger, ma mère faisait que laotien et moi maintenant on me demande souvent ah bah tu cuisines laotien, je dis bah non, je cuisine à la laotienne en fait. Je fais sauter de la viande avec des légumes, ça c'est très laotien. Bon, les Français c'est steak haché ou poisson, enfin tu vois, c'est pas, ou quiche, tu vois, c'est pas du tout, nous on mangeait pas comme ça. Beaucoup de fruits et des légumes aussi. Du coup, j'ai transmis ça à mes enfants, l'amour des fruits. Tout le monde aime ça, sauf Marie, peut-être un peu moins, mais Anaïs, elle en raffole. Enfin, eux, ils mangent des bananes. Enfin, bon, ils adorent. Et moi, quand je vais faire des cours, j'achète tout le temps plein de fruits. Pour moi, il n'y a pas de budget pour ça, je veux dire... Non mais c'est vrai, à chaque fois que je viens, il y a toujours des fruits. Ah c'est vrai. Il y a toujours la salade de fruits. C'est pas ok. Non mais c'est vrai. Voilà, le riz, la façon d'accommoder la viande et les légumes, beaucoup de fruits et légumes, moins de produits laitiers, mais bon, comme on mange français, il y a toujours au frigo. Mais après, tu vois, la façon de... même dans ma façon de me tenir, tu vois, toujours se faire discrète, un peu petite en tant que femme, parce que le Laos c'est une société très masculine en fait. La femme elle est très secondaire, hein. Bon voilà. Être très cérémonieux avec la religion, les bonzes, quand tu passes devant une vieille personne, tu te courbes. Bon, quand tu dis bonjour, bon, tu fais une aube dans les temples. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais il y a ça. Et mon père, par exemple, tous les week-ends, il faisait du lab. C'est un plat là aussi un typique. C'est de la viande macérée, voilà, avec plein d'herbes épicées. Voilà. Après, il nous parlait laotien, bon, il nous parlait de la famille aussi. Le premier de l'an, c'était laotien. Hein. Ils aspergeaient l'appartement avec de l'eau parfumée, il y avait des prières. Mais c'est des toutes petites choses, c'était pas du tout contraignant, il n'y avait pas d'obligation, mais on les faisait et voilà. Quoi. Ok, ouais, c'était un quotidien en fait. Ils transposaient un peu la vie qu'ils avaient là-bas ici. Oui, dans la vie de tous les jours. Et tes parents, ils étaient religieux? Non. Non, ils n'avaient pas de religion non, particulière? pas plus. Ben non, c'est le bouddhisme. Ok. Donc, ouais, au Laos, c'est tout le monde est bouddhiste, la majorité. Bouddhiste, oui. Et toi, du coup, non, moi j'ai pas gardé les prières ou d'aller au temple. Parce qu'en fait, au Laos, il y avait très peu de communautés asiatiques, même s'il y avait des familles laotiennes et qu'on mangeait ensemble le week-end, nos parents ils se retrouvaient entre eux, enfin ils se retrouvaient entre eux et donc nous avec leurs enfants. À Pau, tu veux dire, il n'y avait pas beaucoup. Ouais. Mais il n'y avait pas de temple bouddhiste. Il y avait une petite communauté, mais il n'y avait pas une grosse comme à Toulouse ou à Bordeaux, où les Laotiens se retrouvaient plus et faisaient plus de prières ou de repas en commun. En fait, ils aiment beaucoup se retrouver et manger ensemble et faire la cuisine, voilà, avec la présence de moines, et puis voilà. Et enfin, pour moi, ça se résume à ça. Hein. Non, c'est la nourriture, c'est très important. C'est très important. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et toi, aujourd'hui, bah, du coup, tu as 4 enfants. Oui. Comment est-ce que tu as envie de leur transmettre cette culture-là? Comment tu l'as fait? Ben, en fait, je dois t'avouer que comme mes parents un petit peu, ils nous ont pas forcés et puis après il n'y avait pas les temples bouddhistes comme au Laos, etc. Donc en fait, ils nous ont toujours laissé libres de faire ce qu'on voulait. Il n'y avait vraiment aucune obligation. Donc moi j'étais très libre. Bon. Donc je ne me suis jamais trop interrogée sur est-ce que je ferais bouddhiste, est-ce que j'irais prier au Non, mais temple. juste même la culture laotienne en soi. Culture laotienne. Est-ce que tu as voulu la transmettre à tes enfants? Ah mon Dieu. Et comment tu... Parce que tu m'as dit la culture chinoise, oui, eux ils sont très grosse culture chinoise. Alors, la culture laotienne, nous, par exemple, on n'a pas d'hôtel comme les Chinois et les Vietnamiens, tu sais, avec la photo des ancêtres. Enfin, si, ma mère l'a mis dernièrement, enfin, il y a quelques années, mais quand je suis partie après mes 20 ans. Mais à Pau, dans notre appartement, dans notre HLM, il n'y avait pas ça. Hein, donc, c'était tard qu'elle a mis. Bon, elle s'est mise à mettre des photos de personnes décédées. Bon, on n'est peut-être pas décédés dans la famille avant. Hein. Donc, du coup, il y a la photo de mon père. Mais du coup,
Non, il y a pas, je dois t'avouer, là, j'avoue, une transmission, Mmh. une fidélité, au Laos que je demanderais, ou une obligation à apprendre la langue. Tu vois, moi, j'aimerais, plus tard, en fait, réapprendre la langue laotienne bien, Mmh. peut-être avec l'INALCO ou mais quand j'aurai le temps, mais ça vient de moi-même Ouais. voilà. Et donc j'ai l'impression que j'ai pas transmis quelque chose à mes enfants, OK. je dois t'avouer, c'est pas Et est-ce très que bien, est-ce que mais bon. tu aimerais quand même, enfin, est-ce que tu regrettes ou enfin, est-ce que Bah, non, je suis assez cool. Donc mais si un jour, plus tard, ils sont, curieux et qu'ils ont envie de voyager au Laos, ou d'apprendre le laotien, moi, je serais très contente. Mais je dois t'avouer, je les force pas. Parce que je trouve que déjà, physiquement, je suis tellement laotienne, voilà, il y a pas photo, je veux dire, donc je serai toujours laotienne mmh, physiquement, donc je me sens pas, avoir trahi le Laos, voilà, je suis née au Laos, j'ai des traits laotiennes, donc voilà, il y a pas de problème. mmh. Bien que j'ai fait un voyage au Laos là, au mois de Ouais, d'ailleurs, je janvier, voulais t'en parler. et ils me prennent pour une Française parce Ah ouais? que ouais, parce que dans mon esprit, je parle, Oui, voilà, je suis de mentalité française. OK. Mais comment dire? Des Laotiens qui vivent à l'étranger, ça existe. Donc Mmh. voilà, on a un peu un 3e statut, OK. pas trop français, pas trop, Mais du coup, laotien comme eux, parce qu'on ne vit pas de la même façon. tu es retournée au Laos après plus de 40 ans Oui, avec, Anaïs, du oui, coup, ta fille oui, j'ai été la rejoindre, ouais. et ça s'est passé comment? Alors écoute, on est resté très peu de temps, OK. que 8 jours. Donc malheureusement, Mais c'est déjà énorme après plusieurs merci. années, Oui, de c'était retourner la là-bas? fête, hein, c'était un vrai plaisir. J'étais, très curieuse de savoir, comment ça serait, comment ça se passerait. Et il a fait beau, il a fait chaud, c'était comme je me l'imaginais. Ma famille, maternelle, très, très, très gentille. Ils ont fait comme si, enfin pour eux les liens du sang c'était important, donc ils ont accueilli chez eux, ils nous ont fait à manger, ils nous ont présenté leurs enfants, OK. ils ont vraiment ils sont adorables. Enfin pour eux c'était un peu un événement, c'était un peu la fête, et nous un peu aussi pareil, Mmh. on n'a pas beaucoup parlé, on s'est un peu laissé faire, voilà, on les a suivis, et non, c'était vraiment très agréable. Et je me disais, si j'avais les moyens, je retournerais plus souvent les OK. voir. Mm. Et du coup, tu as parlé en laotien avec Tout le eux? temps, parce qu'ils OK. ne parlent pas du tout français ni anglais. Alors, OK. c'est pour ça que c'était dur pour Anaïs, hein, parce qu'elle se sentait vraiment à l'écart. Ouais. Et avant, au début, je traduisais tout le temps Anaïs, mais ça faisait très long. Et puis, bon, des fois, après, à la fin, je dialoguais que avec eux. Et encore, il y avait des mots qui me manquaient, et je leur demandais, parce que j'apprenais aussi un peu le laotien. Mais des fois, j'oubliais, je leur redemandais, Mmh. etc. Donc, mais c'est vrai que j'étais un petit peu la star, j'étais un petit peu au centre de ce voyage, parce que c'était moi qui faisais le lien entre Mmh. Anaïs, la France, et eux, le Ouais. Laos, en fait. Vraiment, Est-ce que c'était tu une as place d'honneur, quoi. est-ce que tu stressé avant d'y aller? Non, non, pas trop, en OK. fait. Tu veux dire, Bah, je sais pas, peut-être que tu un peu, oui, enfin, tu oui, ou d'être pas redécouvres ouais, bien accueilli, ou juste, peut-être que ça allait te me rappeler faire un des choc. souvenirs ou te faire un Mmh, choc, mmh. Hem, ben, tu vois, j'aurais aimé voir la maison où je suis née. Ben, ils m'ont même pas amenée voir la maison où j'étais née. Bon, c'est qu'un après-midi, tu me diras, mais bon, c'est pas grave. Je dis: «Bon, bah, ce sera pour une autre fois, c'est un gros loupé». Pourtant, j'en ai parlé à ma mère. Bon, et puis ma cousine là, qui est doctoresse, elle m'a dit: «Ah, tu vois, la maison où tu es née, c'est pas loin de cette rue et tout». Bon, allez, Ouais, dommage. c'est le chemin du retour. Non, mais je savais que j'aurais pas le temps de tout voir, Mmh. qu'on ne pourrait pas tous dire que passer un après-midi, une soirée avec eux, c'était n'importe quoi. C'était pas sérieux, c'était pas vraiment, mais ils ont été très intelligents parce que, je sais que par exemple à Savannakhet, enfin la ville où je suis née, donc mon cousin, germain du coup qui est policier, ils m'ont dit des choses, enfin des choses sincères un peu, que j'ai appréciées, bah, par exemple il m'a dit: «Tu vois, ben, moi à mon travail, en fait, je suis, très appréciée par mes amis parce que je détends l'atmosphère et tout», hem et tu vois, c'était un peu, parler de lui, et c'était Mmh. comme une confidence, OK. et moi j'ai aimé qu'il me parle à cœur ouvert, Mmh. comme ça, Qu'il y ait pas trop de pudeur, même si ça ouais, faisait longtemps ouais. que
Vous étiez pas vus, enfin Et là, c'est moi, en retour, j'ai dit que mon frère est homosexuel. Mais, ouais, ouais. Ça, c'était à Savannakhet, la ville où je suis née. Et à Vientiane, la capitale, où j'ai mmh rencontré ma deuxième famille, mes autres cousins. J'ai rencontré 4 cousins et cousines à Savannakhet et à Vientiane. À Vientiane, par exemple, et bien à un moment, on était dans une maison avec un grand jardin où il y avait mon oncle, le frère de ma mère, qui se souvenait plus de moi, mais bon, c'est pas grave. Et, et je me suis embrassée, j'aurais pas dû, c'était ridicule, mais bon. Et ben, il y avait un de ses fils, et on s'est un peu promené. Il m'a dit, mais il est où ton mari? Mais j'ai dit, ben, j'ai pas de mari, je suis Ah. divorcée. Ah, bon, bah, bah. Et eux, c'était un peu bizarre, parce qu'ils Mmh. étaient tous mariés, ils avaient tous. Parce que le divorce, c'est Euh, mal vu, là-bas? Peut-être, OK, en tout cas, il ne doit pas y en avoir beaucoup. OK. Et moi, je lui dis, ben, ça veut dire que j'étais pauvre un peu. Tu vois, Mmh. qu'un revenu, pas deux. Ils m'ont dit, t'as une maison? J'ai dit, non, j'ai pas acheté de maison, j'ai pas de maison. Et, euh, et voilà. Et parce qu'eux, ils sont un peu cash aussi. Et moi, j'étais cash avec eux. Et tu vois, ils doivent se dire, bah, ça leur a fait réfléchir aussi. Ils disaient, ah ben c'est drôle parce que elle a les moyens pour venir au Laos. Elle est bien habillée, elle a plein de sous parce qu'on s'achète, on va au restaurant, on regarde pas nos dépenses. Et d'un autre côté, j'ai pas de maison. Alors qu'eux, ils ont une maison, mais ils n'ont pas les moyens pour venir Mmh. visiter la France. Mais en fait, c'est vraiment les niveaux de vie. C'est tellement important, les différences de niveau de vie entre ces pays qui sont pauvres, entre guillemets. Et nous, on a tout, la voiture, les bistrots, des routes bien faites, des clubs de musique ou de sport. Une école où on apprend plein de choses, on se cultive quand même. Et eux, ils ont beaucoup de routes, c'est de la terre, c'est de la poussière. Ils n'ont pas l'habitude de lire, de s'ouvrir au monde et de réfléchir en fait, parce qu'ils Mmh. sont passés de la monarchie au communisme d'un coup. Tu vois, donc du Ouais. coup, ils ont eu tout de suite, les voitures très vite, la télé. Ils savent ce que c'est que l'avion, Internet, mais il y a eu des choses qu'ils n'ont pas encore acquis, Mmh. des réflexions, voilà. Et bon, enfin bref. Et tout ça, en fait, ça se voit sur n'importe quel Européen ou n'importe quelle personne qui a baigné, qui a grandi, tu vois, en France ou dans un pays riche ou aux États-Unis. Parce qu'on vient avec la connaissance des choses un peu. Et moi, bien que j'ai pas de maison ou d'appartement, et en fait, d'avoir la culture des diplômes, c'est énorme. Ouais, Et c'est une d'être, autre manière de ouais, voir les choses, en et nous, fait. on est à l'aise, etc. Et on est, voilà, eux, c'est un autre état d'esprit et on se sent un peu au-dessus, mais Ouais, OK, bon, donc en fait, mais surtout qu'eux, enfin, le pays, il est pas encore réparé. ouais. Le Laos, c'est un pays qui est encore, enfin, il y a une plaie qui est encore ouverte, et Euh, c'est pas encore, la plaie, la guerre, c'est fini. En fait, la plaie, c'est le communisme actuellement. ouais. Et ils vivent à la communiste. En fait, c'est un grand mot, le communisme, hein. De toute façon, même en Russie, c'est un grand mot. C'est une dictature, en fait, Mmh. d'un parti. Ouais, en fait, ils ont pas, Euh, enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont pas fait le deuil un peu de la guerre directement. Il y a eu le communisme et ensuite, oui. bah, ça se finit pas, quoi. Oui. Et la guerre, tu sais, moi j'ai découvert qu'il y a que quelques années que le Laos, il y avait la guerre en fait, parce Mmh. que au niveau international, On n'en il ne parle devait pas. pas y avoir la guerre au Laos. C'est pour OK. ça qu'ils ont tout fait pour masquer les Américains. Et il y avait plein de soldats américains au Laos, mais c'était des espions. Les Laotiens, quand tu lis des livres sur de gens de l'âge de mes parents qui ont écrit, il disait on est à l'Anprabang, mais on entendait les bombardements. Et c'est là où je me suis rendu compte, il y a quelques années, j'ai lu ce livre grâce à une amie à Brest qui me l'a offert, parce que, bon voilà, elle connaissait l'autrice, qui s'est mariée avec un Laotien, qui a eu des enfants métissés, qui vit à Brest. Je me dis, mais mon Dieu, mais en fait, c'est la guerre au Laos. Mmh. Et il y avait la guerre évidemment au nord, près de la plaine déjà. En fait, il y avait aussi la guerre à Savannakhet. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il faut que je me documente Et tes parents, là-dessus. ils t'en ont jamais Mais non, parlé? c'est tabou. Et même ils ont honte de dire que c'était la guerre. C'est tabou en fait. OK. Ils ne Donc là, reconnaissent tu pas. peux pas en Tu vois, parler? bah si, on va en parler, mais on va dire là aussi, mais oui, il y avait la guerre. Et tu vois, ils disent, mais tu vois, c'est une grosse injustice qu'il Mmh. leur est faite, de réparation. Mais en fait, on leur a même pas dit que leur territoire était en guerre, etc. Mmh.
ou même les commis ont dû leur dire, ouais, il y avait la guerre, mais on a gagné, mais vous avez souffert, mais bon, c'est pas grave. Mais bah, ils se sentent pas. C'est tellement bizarre. J'ai l'impression que c'est des gens, un peuple, enfin une population très douce, des gens doux, et bah, ils ont un peu subi le communisme, la guerre, et maintenant ils sont voilà en dictature, et ils prennent tout sur eux, et tout ce qu'ils ont envie, c'est un peu s'enrichir en fait, tu Mmh. vois, de vivre bien, d'avoir une belle maison, Mmh une mh. voiture, et peut-être d'ouvrir un restaurant parce que ça paye bien, parce que les touristes avec leur argent, ils voient le... Je pense qu'il y a vraiment deux sociétés, deux sociétés à deux vitesses, hein. Mmh. Franchement, nous avec notre argent de l'euro converti en KIP, et on achète plein de choses, pour eux c'est très cher, et je pense qu'il y a un autre marché parallèle où ils achètent, tu vois, la bouteille d'eau, c'est 10 000 KIP, 100 000 c'est 45 euros, donc non, 1 million c'est 45 euros, donc 100 000 KIP c'est 4,5 euros, donc 1 million c'est 4, donc du coup 100 000, donc 10 000 c'est 45 centimes. OK. Et je me dis, bah, la bouteille d'eau, c'est pas cher, 45 centimes. Mais si, mais même en France, c'est cher, parce qu'à Lidl, c'est même moins cher, Mmh c'est pas mh. 45 centimes, hein. C'est vachement cher, en fait, là, c'est la bouteille d'eau. Mais, mais bon, nous, on avait l'habitude de tout ramener en euros, donc on a Ouais. trouvé que c'était pas cher. Même, tu vois, un gros sac de noix de coco, comment dire, confit, c'est un délice. La chair de noix de coco fraîche confit, c'était 50 000 kips. Donc la moitié de 100 000, donc 2,50 €. En France, c'est pas cher, parce que de la noix de coco confit, tu vas à Paris Store, Temps Frère, etc. C'est 3 € ou 4,50 €, et c'est moins, et c'est pas laotien en plus. Donc, c'est pour un laotien, c'est cher. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude de payer en euros, c'est pas cher, parce que Mmh. nous, on convertit en euros en fait. On n'a pas notre référence, c'est l'euro. Donc quand on convertit, bon, on se dit, bon, bah, c'est pas cher. Voilà. Mmh. Donc OK. là-bas, je les ai invités au restaurant. Je vais 2 millions, hein. Ça fait combien en euros? 90 €. OK. Ah, Bah, 1,45 million, OK, ça va. alors qu'ils étaient 4 familles, le couple, le papa, la Ah ouais! maman, les 3 enfants, C'est hein. vraiment pas Donc cher. on était 15 Ouais, personnes, OK. et on a tout pris. On a pris 5 entrées, 3 plats de résistance, du riz gluant, Mmh. le dessert, les noix de coco frais pour chacun, Mmh. chaque enfant, plus la bière à volonté. Ah ouais, donc 2 millions, c'était ça m'a un peu surpris, mais bon, bon, Et après du on y coup, va qu'une fois, donc bah, au moins tu as pu profiter. ouais, puis j'aurais fait plaisir, j'avais pas de cadeau, donc Bah, voilà. Et du coup, tu nous as ramené ta photo de classe de quand tu étais en primaire? Oui, c'était à l'école primaire. Est-ce que c'était le CP ou le CE1? Je sais plus Est-ce que tu peux trop. nous la Mais montrer, oui, bien à la sûr, caméra? je suis là. Du coup, ouais. Et ouais, en fait, tu es la seule asiatique, hein, dans la Oui, classe. ouais. Et Et écoute, j'ai montré cette photo à des militaires, parce qu'en fait, c'est un copain, un collègue militaire qui me l'a donné, parce on était du même quartier, mais je me souvenais ah, plus de lui. OK. Il était plus jeune que moi. Et il m'a dit, tiens, oh, j'ai retrouvé la photo de classe. Il était dans la même école que moi, donc il me l'a envoyé et je l'ai imprimé. Et après, j'ai demandé à un collègue militaire, un gradé, hein, de l'armée de terre, s'il me reconnaissait. Et il m'a dit, oui, tu es là. Il croyait que j'étais une Française, j'étais Ah! une autre enfant. Et je dis, ben non, c'est moi là. Tu vois, comme quoi j'ai beaucoup changé entre Ouais, avant et maintenant. Même c'est un vrai, Français, il le c'est dit. vrai. OK, incroyable. Mmh, Voilà, donc moi je suis très fière, je suis très heureuse de cette photo, je l'adore, hein. elle est trop mignonne. Ouais, je me trouve super bien, et les autres enfants, je les trouve super beaux aussi. Comment, vous êtes partis, bah, déjà, comment vous avez fui le Laos jusqu'en Thaïlande? Juste, est-ce que tu peux m'expliquer, bah, Oui, c'était comment par bateau et ensuite de la Thaïlande à la France? oui, alors je serais un peu, je te retranscris ce que j'ai compris de ma mère, hein, parce qu'elle raconte pas toujours bien non OK. plus. Elle est parfois très imprécise, et j'ai dû lui poser beaucoup de questions. Euh, D'abord, au début, je croyais qu'on était parti la nuit. Bah oui, il faisait sombre, et il fallait se cacher, parce qu'il y avait des patrouilles de militaires, hein, avec leurs mitraillettes, voilà, mitrailleuses. Bon, enfin bref, Mitraillette, ouais. mitraillette, Ouais. merci beaucoup. Excuse-moi, un féminin, masculin, des fois tout à coup j'oublie, parce que au Laos, il n'y a pas de genre.
Hem et donc je pense que c'était le soir mais c'est drôle parce que ma mère a dit: «On a pris le bateau, normal qui fait, le trajet, le Laos, la Thaïlande, à Savannakhet et on est monté avec des passagers et on a dit à tout le monde qu'en fait, on allait voir un médecin, un docteur en Thaïlande». Voilà. OK. Donc mais ça m'étonne que ce soit le soir ou alors c'était en fin de journée, je sais pas, bon voilà. Et donc ils ont embarqué, il y avait, eux, mon père, ma mère, nous 3, mon frère, ma petite sœur et aussi ils ont emmené avec eux une petite cousine à nous. Mais oui, OK. donc on était 6 en tout. Elle était un peu plus âgée que nous OK. et puis ils avaient des valises, je pense. Donc on est, enfin 1 ou 2 valises, voilà et ils ont mis tous leurs biens, en fait leur argent et leurs bijoux. Bah OK. oui, c'est comme ça qu'on a pu vivre en Thaïlande parce que si tu avais pas d'argent, tu pouvais pas t'acheter à Mmh. manger. Et donc on a pris ce bateau et au milieu de la traversée, ma mère a hélé un bateau de pêcheurs. Il y avait 2 pêcheurs OK. pour savoir si on pouvait aller dans leur bateau. OK. Elle a décidé de changer de bateau. Je pense qu'elle avait peur après qu'il y ait une patrouille, sur l'eau et mais qui voit qu'on partait quoi, Ouais. avec les Parce que vous valises, les risquiez quoi gamins. si la patrouille, elle vous Ah trouvait? bah, on était, ramenés au Laos, ça c'est sûr et après peut-être que mes parents, ils perdaient leur emploi parce qu'ils ont eu la chance de ne pas être enfermés dans un camp. Ma mère continuait à enseigner et mon père était enrôlé de force dans l'armée. OK. Et donc c'était un déserteur. Du coup, pour les déserteurs, ou c'était la mort ou c'était un camp, enfin bref, OK. c'était pas bien comme comme, situation. Je crois qu'ils allaient pas le garder. Voilà, donc fallait pas être pris. Ils avaient OK. vraiment peur, je pense qu'ils pouvaient mourir aussi, hein. Ils avaient vraiment très, très peur, ils étaient angoissés mais nous, on n'a pas senti, j'ai pas eu peur, j'ai pas souvenir en tout cas. Et donc, ma maman a demandé à 2 pêcheurs qui étaient, au milieu de la rivière si on pouvait aller dans leur bateau. Ils ont dit oui et on y est allé et le bateau s'est beaucoup enfoncé dans l'eau parce que c'était une petite barque. Nous, on était 6 avec nos valises OK. et on aurait pu mourir noyés déjà. Déjà, on aurait pu mourir une fois, rattrapés, retour au pays. On aurait pu mourir noyés OK. et ils ont réussi à ramer jusqu'en Thaïlande. Donc OK. voilà et après ma maman, ben, en fait, elle s'est évanouie sous le coup de l'émotion parce que, toute cette peur et Ouais, tout, le stress. ouais, le stress et je crois elle est tombée par terre ou enfin, mais comme c'était la boue et cetera ou alors elle aurait pu aussi se tuer parce que je crois qu'il y avait un caillou, un rocher, bon voilà. Donc bon voilà et donc après on a monté la pente, la berge et on est arrivé sur la route, j'imagine et je sais pas comment on a rejoint un village. Je sais pas si des gens nous ont vus, on a hélé, une voiture, mais en tout cas on est arrivé à ce village et ce village, c'était un village, ami. Enfin OK. mes parents connaissaient des gens. Mais je sais pas si on a été dans 2 villages. En tout cas, dans un des villages, heu, il y a quand même des gens, enfin, bah, la municipalité ou qui ont averti de notre présence, en fait, OK. enfin ou alors quelqu'un nous a demandé: «Mais vous faites quoi ici?» Ils ont dit: «On va chez un docteur». Mais je crois qu'ils sont vraiment allés dans un village ami au début et on les a cachés, enfin bon bref, on a dormi, voilà, on a dû se reposer ou manger et après je ne sais pas si on allait être dans un deuxième village, bah, parce qu'on allait voir un docteur donc peut-être ils sont jusqu'au bout, ils ont joué à la comédie Mmh. et après, c'était quoi leur but? C'était, je pense c'était d'aller dans un camp de réfugiés. OK. Mais je pense qu'ils ne pouvaient pas aller, comme ça devant la porte du camp et dire: Mmh. «Ouvrez-nous», parce que sinon ils l'auraient fait Et le camp, et il était, surveillé par qui? Enfin, le le camp de réfugiés, il était surveillé par qui? c'était Est-ce les autorités, OK. thaïlandaises. Et Mmh. est-ce que, les Laotiens, ils parlent la même langue que les Thaïlandais? Enfin, comment? Presque, OK. oui, oui. C'est, physiquement, on se ressemble et la langue aussi, parce qu'il OK. y a eu beaucoup de guerres entre les 2 pays, des annexions la jeunesse, laotienne du temps de mes parents, en fait, ils allaient voir, des films au cinéma en Thaïlande. Ils traversaient le OK. Mékong et ils comprenaient le thaïlandais, en fait. Ils étaient un OK. peu bilingues. OK, d'accord. C'était la même langue, ouais. Et du coup, après, vous êtes arrivés au camp de réfugiés, Oui, alors après, on a vu un colonel qui commandait ce camp ou l'autorité du village qui a demandé: «Mais qu'est-ce que vous faites ici?» et eux, je ne sais pas s'ils ont dit un mensonge ou s'ils ont dit la vérité, ils ont dit quelque chose entre les 2. Et le colonel n'était pas dupe, il a bien vu que c'était, des gens qui fuyaient le pays
Et en fait, sur leur bonne physionomie, ils ont vu que c'était des gens éduqués, honnêtes. Et je pense que le colonel aussi, il devait être éduqué. Et je pense, par sympathie de classe, il a dit, bon, bah, ok, enfin, ou même pour les enfants, enfin, il y Ouais, avait OK. tout, il y avait plein de facteurs qui font que il s'est laissé un petit peu amadouer. Et il a dit, bon, bah, ok, on vous garde et vous allez au camp, quoi. OK. Mais franchement, la décision, ça dépendait vraiment que de lui, que d'une Mmh. personne. Et ça a joué sur nos visages un petit peu, Vraiment de la chance. ouais, la chance, voilà, parce qu'on était gentils, Ouais. doux, on Parce était que sinon, petits. ils vous renvoyaient, en Ah ben fait? oui, ah oui, OK. sinon ils renvoyaient. Parce que les Thaïlandais, ils avaient peut-être passé un accord, etc. Ou alors il y avait déjà beaucoup de monde. Et ils renvoyaient, ouais. À mon avis, ils devaient OK. faire le tri aussi. OK. Ouais. Une fois que tu arrivais en Thaïlande, c'était pas gagné encore. Mmh. OK. Donc c'était vraiment pas facile, hein. On a vraiment eu beaucoup de chance, hein. Ouais, vraiment. Premier bateau, deuxième bateau, le colonel. Enfin, il y a au moins 4 fois où on aurait pu revenir au Laos ou mourir, Et la hein. 4e, c'est quoi, du coup? Et bien la 13e, je ne me souviens pas. C'était donc les traversées, après ce camp. Et est-ce que dans un premier village, on aurait pu être ramené tout de suite déjà à la frontière Bah, du coup, là, on arrive aux dernières questions. Moi, je voulais juste savoir, du coup, bah, toi, déjà, tu milites pour que l'école, elle soit meilleure, etc. Oui, que Euh, ça se dégrade pas et qu'on ait vraiment des moyens financiers. Pour les professeurs aussi, il faut les payer plus. hmm. Et tes enfants, bah, ils ont fait de super études. Oui, ils sont Ils étudiants pour sont l'instant. étudiants, mais ils font de super études. Et est-ce que toi, tu aurais un message pour bah, la jeune génération, justement, pour Oui, oui, le futur qui les attend? oui. Alors, moi, on va dire, j'ai réussi dans ma vie. Comme je suis arrivée très jeune, j'ai pas eu à me battre pour un foyer, pour trouver un foyer, ou j'ai pas eu à faire le ménage parce que Mhm. j'ai pu faire des études. Donc, je dirais que j'ai réussi. Je suis dans la fonction publique, je suis ingénieure. Euh, donc, mes enfants, je me suis, comment dire, j'ai suivi leurs études. Ils ont fait de la musique au conservatoire. Après, ils ont pu choisir les études qu'ils voulaient. Euh, Après, nous, notre bataille, c'est plus le racisme ou l'insertion. Voilà. Moi, c'est les libertés en général, en fait. Et c'est vrai, comme disait une maman, autrefois c'était mieux. Pourquoi? Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, en fait, on a eu plein de droits, la sécurité sociale, la retraite, la liberté de religion, s'habiller comme on veut. Je le vois dans les pays d'Afrique du Nord, ben, les femmes de là-bas, originaires du sol, ben, elles pouvaient s'habiller comme elles voulaient, il n'y avait pas de problème. Et comme disait maman, ça change, ça se dégrade. On ne sait pas trop, parce que je pense qu'on tout simplement on nous montre les uns contre les autres. Mhm, Parce que la religion, c'est pas un problème, les couleurs de peau non plus, c'est naturel, hein, c'est comme mhm, ça. Tu vois, Barack Obama, il a la peau foncée, pourtant il est président de la République. Mais le problème, c'est vraiment la privation petit à petit de nos libertés, aussi de notre porte-monnaie, tout simplement parce qu'il y a des personnes, en fait, qui cherchent à nous dominer, en fait, à s'accaparer notre travail, en fait, tout simplement, pour être plus riche. Diviser pour mieux régner. Ouais, pour mieux régner, parce que tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, en fait. Mhm. Et il se crée des ennemis comme les terroristes. Bon, c'est affreux, maintenant, c'est un mot, on n'ose plus le dire. Voilà, c'est un mot dangereux, alors que il y a 10 ans ou 20 ans, vous dites le mot terroriste dans la rue, on rigole, je dis, mais c'est quoi, il est paranoïaque, ce monsieur, Mhm. pourquoi il nous parle de ça? Voilà. Et donc, c'est vraiment nous diviser pour régner sur nous. On nous prive aussi peut-être de notre santé. On paye de plus en plus de choses. Le médecin, c'est plus gratuit comme Mhm. avant. On donne 1 euro, 2 euros. Euh, on pense que c'est bien, mais enfin, on peut donner un peu, mais si on laisse faire, après, ça va être payant totalement. Les Mhm. médicaments, il y a de moins en moins de remboursement. Voilà, à l'école, ça se dégrade. En fait, en France, le salaire moyen, il est moyen. On n'est peut-être pas tous propriétaires, on fait ce qu'on peut, mais on peut être propriétaire. Voilà. En fait, quand on va en province, on peut être facilement propriétaire.
Euh, et on a quand même un salaire moyen, mais on est quand même heureux, on se sent riche parce qu'on se dit, bah, nos enfants sont dans des bonnes écoles, tout va bien. À l'hôpital, bah, c'est gratuit, on est pris en charge, on s'occupe bien nous, on a des bons médecins. Mais tout ça, c'est rogné petit à petit, donc faut faire attention. Même les places au cinéma, c'est de plus en Mmh. plus cher. Tout, les choses augmentent et c'est pas normal. On n'a pas besoin que ça augmente pour bien vivre. Et tout cet argent, c'est pourquoi, c'est pour ça qu'il y a des phrases faciles comme dit oui, bah, on enrichit les grands patrons. Voilà, hein, c'est peut-être vrai, hein, mais moi je sens que on a moins de pouvoir d'achat, on nous fait peur pour un Covid, pour un virus où finalement il n'y a pas eu tant de morts que ça. Enfin, on va acheter un paquet de yaourts, ça a augmenté. Alors moi je veux bien, hein, je suis pas opposée, mais j'aimerais bien que notre salaire il augmente aussi un petit peu, quoi. Mmh. Voilà, donc c'est pour qu'on puisse acheter tout ça. Maintenant Puis c'est sûr. je sors de U, je sors de Lidl, tu vois, les dames, je sors de U, parce que c'est un bon quartier en face du canal, les gens ils sont bien habillés. Bah une maman, enfin une dame, elle regardait son ticket, quoi, parce qu'elle en revenait pas. Et Mmh. moi je regarde de plus en plus mon ticket. Je vais à Monoprix, je prends 2 paquets de papier sopalin. D'accord, j'ai pris du cif, j'ai pris du jus de nasse à 2 euros, le cif presque 3 euros, le cif presque 3 euros. Ouais, tout J'en ai pour augmente. 15 euros. J'ai pris juste du papier sopalin, je paye 15 euros. Mais en fait, j'achète une bricole, ça coûte 3 euros. C'est Ouais. pas 2 euros, c'est 3 euros maintenant si on fait pas attention. Mmh. Des Ouais, choses c'est à vrai. 1 euro, il y en a plus Ouais, tout trop. augmente et on perd beaucoup de Quand droits. même, c'est maintenant que je me rends compte que on nous disait ça va augmenter, attention, et ben c'est maintenant que je le Ouais. vois, hein. Ouais, C'est c'est maintenant, vrai. c'est en ce moment, hein. Bah, on le Je le vois disait depuis beaucoup, des hein. années, mais c'est vrai que En maintenant ça se Ukraine. ressent. Ah ouais. Mm. Et Bon, si... le combat, c'est ça. Il faut faire la politique. Moi, j'encourage les Ok. jeunes, mes enfants, plus tard à faire la politique. Quand vous aurez fini avec vos études, votre recherche d'emploi, quand vous aurez fondé une famille, eh ben, je trouve c'est intéressant de faire du collectif. Ok, trop bien. Faire ce que vous faites. Et j'ai deux dernières questions que je pose toujours aux épisodes. Ma première question, c'est quoi ta définition d'immigration? C'est très beau, c'est super. Ok, L'immigration, c'est une c'est bonne beau. chose. Ok. Parce Et que je suis persuadée, on apporte vraiment quelque chose, nous, les étrangers, pas les natifs, au pays. Parce ok. que je trouve que les Français qui sont très gentils, ben, en fait, ils sont disciplinés. Enfin, ils osent pas dire non ou descendre dans la rue. Et il n'y a plus personne, en fait, sur le terrain de combat. Et c'est la personne bah, de couleur qui est là, qui ramasse le flambeau, qui ramasse le drapeau, qui dit ah ben non, nous on défend l'école laïque, Hmm, voilà, et on nous écoute plus parce que hmm, peut-être qu'on est plus légitime, on est plus à la mode, quoi. peut-être. On- Bah, en tout cas, les gens font du buzz sur nous. Et ensuite, ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais une recommandation, que ce soit une vidéo, un podcast, une musique, un film, un livre, Mm, qui t'a donné de la force ou qui te donne encore de la force au quotidien? mm. D'accord, d'accord. Ouh là là. Alors, bon, j'ai pas trop au cinéma, je regarde pas trop la télé non plus, ni Internet, mais j'aime beaucoup lire et j'écoute un peu de la musique. Mais des choses sympas pour se distraire. Bon, moi j'ai découvert le groupe Queen, je l'adore, hein. Ok, Il est génial, hein. Queen en concert, c'est super, voilà. Et les bouquins, bah, Fred Vargas, j'adore. Alors c'est un roman policier, elle est ethnologue, elle fait aussi de la recherche. Bon, faut aimer les romans policiers, c'est très chouette. Mais elle a écrit un livre dernièrement sur la planète, ok. l'environnement, et Trop bien, bah, c'est je vais aller génial. regarder. C'est Ça s'appelle génial. comment? Eh bien, ça s'appelle, je sais pas, il faut sauver la planète ou quelque chose comme ça. Ok, bah, on Il ira est dans le regarder. couloir, je te le redirai. Ok, ça marche. Il est génial. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci Aude pour l'épisode. J'espère que ça t'a plu. Je t'en prie, oui, beaucoup. Trop bien. Bah, merci à Yacine, merci à Yacine, merci à Merci. Ndaï-Marie, merci à Samy, merci à Anaïs, merci à toute l'équipe de Diaspora. Et encore merci à toi de nous avoir accueillis chez toi. C'est moi. Merci à vous d'avoir regardé l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Génération Mosaïque. Bisous! Bisous. Au revoir.